It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Jean-Michel Lebeau, fondateur et associé chez Cortex, une entreprise de près de 200 personnes quand même et qui a une place d'affaires à Québec et à Montréal. Donc, bienvenue Jean-Michel, comment vas-tu? Bonjour Sylvie, ça va très bien, merci. Merci de m'inviter. Je suis très content d'être là. Super! Donc, on est là aujourd'hui pour avoir la chance de te découvrir un peu plus comme entrepreneur. Tu es inspirant, tu vas être inspirant pour plusieurs, j'imagine aussi. Donc, d'abord, peux-tu nous parler un peu de comment tu as commencé et que tu es devenu entrepreneur, là, vraiment ton parcours pour en arriver là, jusqu'à où tu es aujourd'hui? En fait, moi, je viens d'une famille très riche en amour, mais très pauvre en moyens. Donc, ayant un historique très sportif où j'ai fait beaucoup de sports de compétition, ça coûtait extrêmement cher de pouvoir m'équiper puis de pouvoir aller à toutes les différentes compétitions, même à l'international. Donc, c'était nécessaire pour moi de trouver une façon de générer des revenus tout en ayant assez de temps pour pouvoir m'entraîner. Donc, ça paraît simple comme problème, mais en fait, c'est ce qui m'a amené à être créatif dans mon cheminement, puis d'essayer de trouver comment faire pour générer des revenus lorsque je ne suis pas devant un bureau ou au travail, comme n'importe quel jeune qui a besoin de sous pour pouvoir réaliser ses rêves. Alors, à 15 ans, j'ai créé ma première entreprise. Lorsque j'étais en secondaire 4, je me suis rendu chez Revenu Québec. Et en autobus de ville, je n'avais pas encore de permis de conduire. Et c'est là que j'ai créé ma première entreprise qui se voulait une entreprise où on créait des sites de revues de jeux et où on faisait des revenus à travers la publicité. C'est un regroupement de sites que j'ai vendu à l'âge de 19 ans pour ensuite créer Cortex à 20 ans. Et nous voilà ici aujourd'hui. Je t'ai entendu dans l'introduction, ça s'appelle plus Cortex, ça s'appelle Inventive. Donc, Inventive, qui est une entreprise avec qui on a fusionné il y a de ça 3 mois, donc en février 2020. Et on a décidé de choisir le nom Inventive avec tous mes associés, car c'était vraiment le nom qu'on croyait étant le meilleur vecteur pour nous en termes de puissance de marque et en termes de potentiel à l'international. OK. Crime, mais ça devait être quand même un choix difficile et déchirant, là. Je sais à quel point les entrepreneurs sont souvent, tu sais, c'est leur bébé, le nom, quelque chose de très important, là. Est-ce que ça a été Sérieusement, oui. long d'en arriver à cette décision-là, justement? Ça n'a pas été long. En technologie, on est tous très pragmatiques. En fait, je ne dirais pas tous, mais on est pour la plupart assez pragmatiques, assez rationnels. Donc, c'était juste un exercice de mettre les différents arguments un derrière l'autre et de faire des comparatifs, les pour et les contre. Puis c'est ce qui nous a amené à choisir Inventive. Oui, émotionnellement, c'est un petit peu déchirant, mais au bout du compte, je suis très content du choix. Et maintenant, j'embrasse la marque Inventive comme si c'était moi qui l'avais créée, comme je l'avais créé Cortex dans le passé, là. Mais OK. ça reste un exercice de gestion d'ego et de gestion de soi-même en tant que tel pour pouvoir réussir à aller de l'avant puis voir le positif dans chacune des opportunités qui nous arrivent. Exact, tout à fait. J'avoue que c'est important, effectivement. C'est une décision d'affaires. On dit souvent que les affaires, c'est pas personnel. C'est un bel exemple. Bravo pour ça. Parle-nous un petit peu plus, justement, de qu'est-ce que fait ton entreprise. Mon entreprise développe des applications technologiques, donc des applications mobiles, des applications web. On accompagne les entreprises en transformation numérique pour leur permettre de gagner en efficience, en efficacité, en productivité et leur permettre ainsi d'atteindre leurs résultats et leurs objectifs pour qu'ils puissent devenir des joueurs dominants dans leur marché et leur industrie. Donc, on travaille avec plein de types d'entreprises différentes, de la compagnie en retail jusqu'au manufacturier, jusqu'à la compagnie dans le domaine du spectacle, jusqu'à la start-up en technologie. Donc, on touche vraiment à une très grande diversité d'entreprises. C'est ce qui nous permet de générer beaucoup d'expériences et d'appliquer ces expériences-là, par exemple, ce qu'on va acquérir dans le domaine manufacturier, puis de l'appliquer dans le domaine du retail, entre autres. Donc, comment réussir à voir ce qu'il y a de positif dans ces différentes industries-là et comment appliquer ces différentes solutions-là pour pouvoir aider les entreprises à être plus performantes. C'est ce qu'on fait de mieux, puis c'est ce qui fait notre force là, depuis 12 ans maintenant. OK, quand même. Puis qu'est-ce qui a fait là, que tu es passé justement du petit gars qui cherchait à financer ses activités sportives à être
entouré actuellement de près de 200 personnes. Il me semble, ça s'est sûrement pas fait du jour au lendemain. Là. Veux-tu nous parler un petit peu de peut-être les jalons clés ou les moments clés de ton parcours par rapport à ça? Oui, certainement. En fait, je me suis rendu compte dans ma carrière que, puis mon coach m'a aidé dans ça, mon coach Francis Paradis, qui a été d'une grande aide dans mon parcours personnel et professionnel. On s'est rendu compte qu'au bout du compte, j'allais finir par gagner ma vie, pas avec mes jambes, mais avec mon cerveau. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé de, oui, continuer à faire du sport, oui, continuer à prendre le sport au sérieux, puis d'être compétitif dans ce que je fais. Mais c'est vraiment vers l'âge, là, je te dirais, de 18-19 ans que j'ai vraiment décidé de mettre les bouchées doubles dans mes entreprises et d'appliquer mon niveau de compétitivité que j'ai toujours appliqué au sport, mais de l'appliquer dans ce cas-là à mon entreprise et à l'entrepreneuriat. Donc, lorsque j'ai terminé mon cégep, j'avais déjà lancé Cortex et là, c'était clair pour moi que je voulais laisser ma marque dans le monde, changer le monde pour le mieux. Ça a toujours été une mission personnelle. Ça reste quelque chose qui me motive à tous les jours. Et je pense fondamentalement que la technologie reste le meilleur véhicule pour pouvoir avoir de l'impact à partir d'une étincelle d'idée et que cet impact-là soit d'une échelle mondiale et qui puisse impacter des millions de personnes. Il y a peu d'industries qui peuvent se targuer d'avoir la même opportunité. Et nous, on a cette opportunité-là. On fait presque de la magie avec la technologie. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à mettre les bouchées doubles et à faire en sorte que Cortex est maintenant Inventive. On est arrivé à ce niveau-là. Puis, dans tout ça aussi, je pense que c'est important de souligner mon associé, François Tanguay, qui est président d'Inventive, puis qui aussi, lui, a fait le même parcours de façon extrêmement similaire de son côté pour nous permettre d'arriver justement à ce 200 employés-là. OK. Mais justement, tu sais, je comprends l'idée là, t'es une personne compétitive, mais tu sais, pour répondre un petit peu mieux, peut-être, là, moi, je suis curieuse. Là, je veux savoir, tu sais, comment t'es passé, je sais pas, moi, de 2 employés à être une aussi grosse équipe. Tu sais, est-ce que c'est les mandats dans lesquels que vous travaillez qui ont comme pas eu le choix de nécessiter d'une plus grande équipe ou c'est des choix stratégiques qui ont eu lieu pour justement vous positionner comme acteur important dans l'industrie? Dans les débuts de l'entreprise, lorsqu'il n'y avait que moi, j'ai commencé à signer certains mandats de plus grande importance qui m'ont permis d'engager des employés dans le domaine du service. Donc, le risque était relativement faible. Tranquillement, on a monté à peut-être 4-5 employés et c'est là que j'appelle ça le premier plateau où on se rend compte qu'on a besoin d'ajouter un certain nombre d'employés sans nécessairement avoir une garantie de revenus ou une garantie d'augmentation de la clientèle. Ce qui fait qu'au total, on a eu à engager, puis à ce moment-là, je n'avais pas encore d'associés, donc on s'est mis à engager des nouveaux développeurs, des nouveaux designers, et tout ça sans garantie de contrat. Donc, c'était mon moment funambuliste où vraiment je ne devais pas regarder ni derrière moi, ni en dessous, parce que je marchais sur un fil qui était très mince. Et c'est là que, justement, dans l'adversité ou dans la prise de risque, il avait vraiment fallu signer plusieurs nouveaux mandats, ce que j'ai fait et ce qui nous a permis d'atteindre une certaine réputation et ce qui nous a permis par la suite de continuer nos embauches, continuer le développement. Et peut-être dans ça, un élément que je crois extrêmement important à mentionner, c'est aussi que dans ce parcours-là, vers 7-8 employés, j'ai rencontré mon premier associé, Mathieu Tremblay, qui est devenu chef aux opérations chez Cortex. Et ça aussi, ça a été un grand vecteur de croissance où Mathieu arrivait avec son background extrêmement technique, extrêmement opérationnel, tandis que moi, j'étais vraiment plus orienté au niveau du développement des affaires, au niveau du marketing, du rayonnement. Et c'est lorsqu'on a pu joindre nos forces qu'on a vraiment pu connaître cette croissance-là qu'on a connue. Et honnêtement, avoir été seul, je ne pense vraiment pas avoir pu atteindre ce genre de résultat-là. C'est lorsque Mathieu et moi, on a joint nos forces et ensuite, avec mes autres associés, qu'on a pu se rendre au niveau où on est aujourd'hui et qu'on est encore en mesure de mettre les bouchées doubles, d'utiliser nos forces respectives pour pouvoir atteindre nos prochains objectifs.
OK. En parlant de ça, justement, toi, c'est quoi tes forces, justement, dans l'entreprise, ton rôle, là, exactement? Mon rôle exactement, je suis VP exécutif, donc chez Inventive. Je touche principalement à ce qui est attrait aux ventes puis à la gestion des comptes qu'on a chez nous à l'interne. Donc, mes forces, moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain en général. J'aime aider les gens et j'aime avoir de l'impact. Donc, mon focus est de travailler avec les entreprises pour générer le plus grand retour sur l'investissement possible et donc de trouver justement ces chantiers-là où il y a des problèmes qui peuvent être résolus à travers la technologie. Donc, moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on rencontre ces gens-là, on les trouve, ces gens-là, puis que, bien sûr, qu'on livre la marchandise avec l'équipe d'opération et de production pour faire en sorte que nos clients sont heureux et satisfaits et qu'ils vont revenir travailler avec nous année après année, comme c'est le cas actuellement. OK, super. Et dans tout parcours, souvent, il y a des erreurs, ou pas nécessairement des erreurs, mais des apprentissages ou des choses qu'avec le recul, on se dit qu'on aurait pu faire différemment ou mieux ou en étant plus performant. Toi, as-tu un élément justement dans ton parcours que tu aimerais nous partager, que tu penses qui pourrait être utile là, pour les auditeurs qui nous écoutent? Hum, c'est tough, cette question-là, parce que j'ai vraiment l'attitude, puis je n'ai pas besoin de la faker. J'ai vraiment l'attitude où, pour moi, chaque erreur est vraiment... Je suis content d'avoir fait des erreurs qui m'ont permis de justement devenir meilleur. Hum, je pense, à recommencer, j'aurais cherché des associés plus tôt. OK. Peut-être que c'est quelque chose que je referais différemment. Malgré que l'avoir fait plus tôt, je n'aurais pas trouvé les associés que j'ai eus pour lesquels je suis extrêmement euh, heureux. Là, Autrement, je pense qu'à quelques erreurs ici et là, au bout du compte, c'est difficile pour moi. Je suis assez content là, de ce qui a été réalisé pour l'instant. Puis, c'est l'erreur qu'on pourrait faire là, c'est pas continuer à garder la même agressivité, la même intensité qu'on met à tous les jours pour pouvoir avoir du succès, pour que nos employés soient heureux, pour que notre entreprise livre en fait les résultats qu'on veut livrer à nos clients à tous les jours, leur offrir le meilleur retour sur l'investissement possible. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. OK, super. Mais en tout cas, tu es quand même un excellent exemple justement du fait que ça peut être très bénéfique de s'associer. Moi, je suis avocate là, en droit des affaires et souvent, là, c'est une chose que mes clients me mentionnent, la peur souvent de s'associer, de perdre le contrôle. Mais je pense que tout ce que tu nous dis jusqu'à maintenant démontre qu'effectivement, c'est pas, ça peut être super bénéfique et chacun leur force et tout. Fait que c'est peut-être de trouver justement juste les bons associés. Tu l'as dit, un partage de force, former une équipe fiable. Mais as-tu des ajustements à faire justement? Parce que là, je gratte, là, je continue à gratter pour essayer de trouver un apprentissage. Y a-t-il des ajustements que tu as dû faire avec tes associés au niveau de la communication, peu importe, là, tu sais, qu'avec le recul, tu te dis, ouais, ça, c'est pas pire. Clairement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements qui ont eu besoin d'être faits. En fait, quand mes premiers associés, Mathieu et ensuite Jean-Domingue, se sont joints à l'entreprise, ça a été de vraiment mettre à jour nos processus communicationnels, mettre à jour nos différentes attentes, chose qu'on n'avait pas fait pendant peut-être la première année, ce qui causait peut-être beaucoup d'inconfort pour chacun des parties, ce qui rendait des fois des situations simples extrêmement complexes. Donc, une fois qu'on a appris à se connaître, vous connaissez la phrase «Connais-toi toi-même», qui est extrêmement importante, que j'ai tatouée ici sur le bras. Selon moi, c'est clé non seulement pour une personne, mais aussi pour une équipe d'êtres humains qui se doivent de performer en équipe. Donc, pour des associés, pour moi, ça a été un des éléments extrêmement importants. On a fait des tests psychométriques qui nous a appris à mettre des mots aussi sur nos forces et nos faiblesses, ce qui a ajouté à la compréhension qu'on avait, notre compréhension mutuelle, dans le sens où, oui, je dis que j'ai des forces, mais c'est rare qu'on va aller vraiment parler de nos faiblesses, qu'on va aller, puis que les autres vont se rendre compte qu'effectivement, c'est une faiblesse, puis que la personne n'est peut-être pas parfaite comme nous, on pense que la perfection est. Et elle a d'autres qualités qui font en sorte que cette personne-là est parfaite pour son rôle et pas nécessairement pour l'ensemble des rôles de l'entreprise. Mhm. Alors ça fait une énorme différence. Ensuite, il y a eu d'autres ajustements lorsque j'ai rencontré mes autres associés, Alexandre Bérubé, Patrice Boilly, avec qui, encore une fois, on a eu à comprendre nos forces, comprendre nos faiblesses, comprendre nos personnalités,
bien vulgariser quels sont nos objectifs personnels et communs pour faire en sorte que justement on travaille ensemble pour que l'entreprise soit un peu la démonstration de ces objectifs-là et que les résultats qu'on atteint euh, puissent démontrer en fait l'ensemble de ces résultats-là. Et le même exercice a été fait avec mes autres associés, François Plamondon, François Tanguay, et c'est là qu'on évolue comme humain et c'est là qu'on devient encore plus performant, je pense, non seulement comme exécutif, mais comme humain dans l'ensemble. Effectivement. La communication, la base, c'est se connaître, effectivement. Puis comprendre qu'on peut avoir une force, mais que quelqu'un a une force encore plus grande que nous aussi, hein, sans que ce soit une de nos faiblesses. Quelqu'un peut être juste meilleur encore, tout en garder Définitivement. ça en tête. C'est super. Le Canada Podcast, c'est un réseau canadien, comme le nom l'indique. Donc, on aime ça savoir un petit peu plus au niveau de la région. Moi, évidemment, je suis hôte pour la province de Québec. Et toi, c'est super intéressant. Je vais profiter de l'occasion au maximum pour en savoir plus sur toi, tu es à Québec et à Montréal. Donc, d'abord, est-ce que tu vois des grandes différences pour faire des affaires, développer les affaires entre les deux régions? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des différences qui ne sont pas nécessairement marquantes en tant que telles, mais quelques différences mineures. Je pense qu'à Montréal, le côté business, le côté exécution est un peu plus fort. On ressent un peu ça dans la façon de travailler des gens, dans leur façon de communiquer, qui est un petit peu différent. À Québec, je pense qu'on a un intérêt vers la qualité, l'équilibre travail, famille, vie, qui est un petit peu plus important. On est axé performance parce que je pense qu'on valorise le temps énormément. Un peu plus parce que justement, l'équilibre travail-famille entre en place et on veut vraiment respecter ce genre d'équilibre-là pour faire en sorte que, au bout du compte, les gens vont continuer à être heureux et productifs à travers les années. Mais autrement, il y a pas tant de différence que ça au bout du compte. On s'entend tous extrêmement bien. Puis en plus, en temps de confinement comme c'est actuellement, on apprend à tous se connaître parce que ça fait seulement 3 mois qu'on a fusionné. Et on apprend à connaître des dizaines de personnes à distance, peu importe leur géographie, peu importe où ils sont placés. Puis un autre fait intéressant, peut-être qui est propre à Inventive, c'est qu'on a aussi des employés qui sont 100% en télétravail, donc qui ne sont jamais dans nos bureaux ou presque, outre une fois par mois pour aller parler avec les équipes et autres. Et ça, c'était le cas avant que la pandémie soit d'actualité. Et donc, ces gens-là qui sont au Laurentides, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, travaillent avec nous depuis un bon moment et puis performent aussi bien que n'importe qui sont à nos bureaux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime vivre et on apporte encore plus de culture à l'essence de l'entreprise qui nous rend encore plus riches, je pense, humainement. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous allez encourager encore plus maintenant le télétravail ou vu que vous étiez justement déjà ouvert à ça, ça change rien ce qu'on fait? Ça change peu pour nous, je te dirais, là. On encourageait déjà plus le télétravail. Je pense que les gens vont oser un peu plus à faire du télétravail en sachant qu'au bout du compte, notre productivité n'est pas impactée. Et c'est ça qui est à mettre en place parce que nous, les processus de gestion étaient déjà en place. Maintenant, c'était une question de l'exécuter et puis de faire le saut. Donc oui, effectivement, là, pour moi, c'est clair là, qu'au courant des prochaines années, il y aura beaucoup plus de télétravail que ce qu'on pouvait voir là, dans les années passées. Là. Mhm. D'accord. On est rendu déjà à la phase 3 de l'entrevue. Ça passe très vite. Oh! Et c'est des questions courtes pour te connaître un petit peu mieux. Donc, on parlait tout à l'heure équilibre travail-famille. Toi, as-tu de la difficulté à décrocher? Puis c'est quoi un peu tes trucs, mettons, pour décrocher si tu y arrives? J'ai de la difficulté à décrocher. En fait, ça a toujours été un challenge. Mais en fait, pour moi, je ne cherche pas à décrocher non plus à tout prix. Dans le sens où je suis un entrepreneur. Depuis que j'ai 15 ans, je pense à mon entreprise presque toujours. Donc, ça devient comme un réflexe pour moi et quelque chose qui est peu pénible. Bien sûr, on veut avoir nos moments de paix et de quiétude et on veut être en mesure de justement décrocher. Donc, moi, je fais du sport. C'est pas compliqué. Je vais courir. Vous voyez derrière moi, j'ai mon gym.
J'ai mon sauna juste en arrière aussi. Je fais du vélo. Donc, j'essaie de me garder extrêmement actif pour justement préserver mon équilibre mental. Je tente la méditation depuis quelques mois pour me rendre encore plus zen dans l'ensemble parce que je suis quelqu'un d'hyperactif puis j'ai vraiment besoin de ces moments de quiétude-là et à date, ces activités-là ont un impact incroyable sur moi. Là. OK. Ah, c'est super. Puis, as-tu une routine, justement, un peu, là? Surtout que là, actuellement, bon, on travaille tous pas mal de la maison. As-tu une routine, je sais pas, 3 éléments non négociables dans ta routine qui te rend performant ou pas vraiment? Pas vraiment. Je suis quelqu'un de très peu routinier. Je te dirais que un des éléments non négociables, c'est que c'est presque sûr que je vais faire au moins 30 minutes d'exercice tous les jours. Ça, est-ce que ça va être le matin, l'après-midi, le midi, le soir? Peu importe, tant que je trouve le temps, puis je vais prendre le temps pour le faire. Pour moi, le temps, c'est pas une excuse. Souvent, quand les gens me disent Ah, j'ai pas le temps, mais je suis Barack Obama, et quand il était président, il s'entraînait à pas mal tous les jours. Là. Donc, on n'a pas vraiment d'excuses pour pouvoir sauter ces étapes-là importantes. Donc, je suis sûr que je suis quelqu'un qui est très, très orienté vers justement bouger pour pouvoir avoir les idées plus claires. Pour moi, c'est extrêmement important. OK, d'accord. Euh, Mettons que je te mets sur une île, je te prends, en fait, je te mets, c'est un peu bizarre, je t'apporte avec moi sur une île, tu es seule, il y a une cabine téléphonique où tu peux appeler quand tu vas être tanné, mais tu n'as pas d'iPad, tu n'as pas de téléphone, tu es vraiment là, sans technologie et les grandes questions, c'est tu vas rester combien de temps sur l'île avant de prendre le téléphone et qu'est-ce que tu vas faire dans l'intervalle? Est-ce que j'ai mes enfants sur l'île? Non, Non. seule. OK, je suis vraiment seul, ni ma conjointe. OK, parfait. Ouais. Je ne resterai pas longtemps parce que mes enfants ont besoin de leur papa, mais c'est clair que je suis un peu accro à mon téléphone, euh, mais je suis capable de bien déconnecter. Je suis un chasseur, je suis capable d'aller dans la forêt pendant plusieurs jours puis pas utiliser mon téléphone. J'en vis pas, j'en suis pas plus mal là, pour autant. Là. OK. Donc, quelques jours où tu irais chasser sur l'île, mettons. Exact, exact. C'est bon. Ça me ferait du bien. Bon, c'est déjà le mot de la fin. Tu peux nous dire peut-être comment les auditeurs peuvent se tenir informés de toi, de ton entreprise, de tes nouvelles, et aussi si tu veux rajouter quoi que ce soit, là, c'est une minute qui t'est dédiée, mon cher. Wow! Premièrement, pour aller voir un peu ce qu'on fait chez Inventive, allez sur inventive.com, Nventive.com. Ça, c'est la première chose. Allez voir notre portfolio. Il y a quelques trucs assez impressionnants là-dessus. Puis peut-être vont vous donner des idées. Autrement, vous pouvez aller sur Twitter, Twitter/JMLebeau. Je suis aussi sur LinkedIn, qui va être, je pense, sur mon profil à côté de cette entrevue-là. Autrement, je pense me contacter via le site web de Inventive est la meilleure façon de faire. Si vous avez des idées, s'il y a des choses euh, dont vous aimeriez discuter, ça va toujours me faire plaisir. J'aime aider les gens, puis j'aime que les gens aient du succès. Donc, ça fait partie de ma mission, encore une fois, changer le monde un peu pour le mieux. Ah, c'est super. Mais crime, merci beaucoup, sérieux, c'était très inspirant. On a appris beaucoup sur toi. Moi, ce que je retiens beaucoup, le thinking de l'entreprise, laisser tomber l'ego, ça m'a vraiment impressionné, surtout sur le choix du nom, d'être capable d'avoir des associés. Je pense que c'est vraiment inspirant. Donc, encore merci. Et aux auditeurs qui étaient avec nous, n'hésitez pas à nous suivre donc sur Facebook et ou dans notre infolette. Donc, merci encore. Bonne Merci journée. beaucoup. Bye Bye. bye.